It brings a tear. Olivier Truc est journaliste, correspondant du Monde depuis 1994. Spécialiste des pays nordiques et baltes, il est aussi documentariste. Mercredi 9 juin 2021, la librairie Ombre Blanche accueillait Olivier Truc autour d'une rencontre consacrée à la parution de son roman « Les chiens de Papsik » aux éditions Métellier. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc nous allons commencer cette rencontre avec Olivier Truc. Je vais te présenter en trois mots. Tu es journaliste. Jusque-là, j'ai bon. Tu habites à Stockholm depuis 1994, si j'en crois Wikipédia. Et tu as travaillé, entre autres, pour Le Point, Libé, Le Monde, et tu es un spécialiste, on s'en douterait, des pays nordiques et des pays baltes. Tu es l'auteur de 5 romans qui ont tous été publiés chez Anne-Marie Métayer. Et hormis le cartographe des Indes boréales, qui est un roman historique, les 4 autres relèvent plutôt du roman policier et mettent en scène un duo, Nina et Clémette, qu'on va retrouver dans Les Chiens de Rasvik, qui est donc ton dernier livre. Alors, je ne vais pas raconter l'intrigue des Chiens de Rasvik, je vais simplement peut-être en donner le début. Ça se passe dans une zone de la Norvège qui est vraiment tout au nord, à la frontière avec la Russie. Donc c'est une frontière assez sensible, on va dire. Et un éleveur de rennes a vu une partie de son troupeau, une 50aine de rennes, disparaître et passer sans doute en Russie. Donc ça fait une grosse partie de son troupeau qui a disparu. Et ça le désole bien évidemment. Puis en sens inverse, il y a sans doute des chiens sauvages, des chiens qui ont été abandonnés par les Russes, peut-être porteurs de la rage, qui sont passés en sens inverse. Et qui peuvent donc avoir fait peur, enfin qui dévorent les rennes, ou qui les tuent en tous les cas, ils ne les dévorent pas à chaque fois, qui les tuent ou qui leur font peur et peuvent avoir poussé le troupeau à passer en sens inverse. Et donc, comme c'est une frontière assez sensible où finalement, à la limite, les hommes peuvent passer la frontière peut-être plus facilement que les animaux, ce genre de problème d'animaux qui passent d'un côté et de l'autre peuvent facilement se transformer en incidents diplomatiques. Donc, il faut régler ce problème. Et on retrouve, entre autres personnages, donc Nina, qui n'est plus dans la police des rennes, mais qui travaille à la police des frontières maintenant, et Clémette, qui lui est toujours dans la police des rennes. Je ne vais pas vous en dire plus. Olivier vous racontera peut-être d'autres épisodes du livre. Et donc, ma première question, c'est une question un peu classique, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée ou l'envie d'écrire ce livre, spécifiquement ? Bonjour. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre ? En fait, c'était chacun des récits de la police des rennes se déplace en Laponie, dans des endroits différents de Laponie, et aborde des thématiques différentes. Et à travers Les Chiens de Pasvik, une des idées que j'avais depuis longtemps, depuis plusieurs années, c'était d'aborder la question russe, puisque les Samis, le peuple Sami est un peuple qui historiquement s'étend sur 4 pays, sur le Norvège, Suède, Finlande et Russie, même s'ils sont très peu nombreux en Russie, ils sont à peine 2000, les Samis russes, mais ils sont là-bas. Il y a une grosse partie du territoire Sami qui est en Russie, dans la péninsule de Kola, le long de la frontière norvégienne, donc frontière finlandaise aussi, avec la ville de Mourmansk, dont vous avez sûrement entendu parler déjà, qui est la grande ville de l'Arctique russe, qui est au milieu de cette péninsule de Kola. C'est par là qu'arrivaient les convois américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ravitaillaient l'armée soviétique en matériel de guerre. Ça a traversé l'Arctique et c'est arrivé par Mourmansk.
Et c'est pour ça que toute cette région a été un très très gros champ de bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands qui occupaient la Norvège, et cette partie où se passe le livre, essayaient d'attaquer, de prendre Mourmansk pour mettre fin à ces convois, n'ont pas réussi. Mais il y a eu des dizaines de milliers de morts dans cette partie-là. Et ça va jouer un rôle, les vestiges de ces batailles jouent un rôle dans les chiens de Pasvik. Donc il y avait cette idée donc d'aborder les Samis de Russie, parce que jusqu'à présent dans mes livres, j'ai surtout parlé des Samis de Norvège, de Suède, de Finlande. Donc c'était aussi important d'en parler. C'était aussi l'envie d'aborder la thématique des frontières, qui est une thématique douloureuse, on va dire, pour les Samis, puisque, voilà, comme je vous disais, c'est un peuple, c'est un petit peu comme les Kurdes, hein, les Samis, c'est un peuple qui est à cheval sur 4 pays, qui n'a pas jamais eu d'État à lui, mais qui a une identité très forte, et c'est le cas aussi pour les Samis, qui sont là depuis des milliers d'années. Avant que les Scandinaves, les Nordiques, les Russes y établissent des frontières, justement, et les frontières ont complètement éclaté. Le peuple sami ont éclaté des clans, des familles, etc., au gré des tracés de frontières, notamment pendant le XXe siècle. Donc, et ça, vraiment, ça a eu des effets très délétères sur la culture sami, par ricochet. Donc je voulais aborder toutes ces questions-là, et puis je voulais aussi, évidemment, d'un point plus terre à terre, je voulais aussi, l'histoire de Clémette et Nina, elle continue. Elle continue depuis le dernier Lapon, leur histoire continue, leur cheminement personnel continue, et ils ne sont pas arrivés au bout. Donc les chiens de Pasvik, c'est une étape, notamment pour Clémette, qui va aller vers il a toujours ses problèmes, enfin on en parlera peut-être après ça, mais il bataille toujours avec ses problèmes d'identité, et au gré des rencontres avec des éleveurs de rennes, avec différentes problématiques, il avance dans sa quête. Alors justement, Clémette et Nina, en venant, on discutait, et tu me disais qu'il y avait un des personnages du roman, il s'appelait Oleg, qui était inspiré par quelqu'un de réel. Est-ce que les autres personnages, et en particulier Nina et Clémette, ont été inspirés par des personnages, des gens vivants? Oui, alors pour le Nina et Clémette, ils sont inspirés par des flics que j'avais rencontrés il y a une quinzaine d'années maintenant, quand à l'époque je travaillais pour Libération, j'étais correspondant de Libération à Stockholm, et j'avais entendu parler de cette police des rennes, et j'avais fait une série d'été pour Libé sur cette police des rennes. J'avais fait 6 reportages sur la police des rennes, et une des patrouilles que j'avais suivi plusieurs patrouilles, un reportage dans la Laponie norvégienne. C'est au mois de mai, c'était à peu près, non, c'était, oui, exactement, même saison. Et je les avais suivis en patrouille comme ça, et j'avais notamment suivi une patrouille qui était constituée d'un Clémette et Nina. En fait, c'était une patrouille comme ça qui avait été c'était vraiment pour un journaliste ou pour un écrivain, c'était cadeau, parce que c'était vraiment il y avait l'équivalent de Nina, elle s'appelle toujours, je pense, Gru, qui était une petite fliquette comme ça, qui sortait de l'école de police, qui était une Norvégienne du sud de la Norvège. Et elle débarquait dans le Grand Nord, en Laponie, dans la police des rennes, alors qu'elle venait du sud de la Norvège, qu'elle n'y connaissait rien. Et c'était magique quelque part, parce que comme ouvreuse de porte, elle posait les questions que se pose n'importe qui, que vous et moi, ne connaissant pas la Laponie, on serait posé. Donc, elle incarnait comme ça cet œil candide, et j'avais trouvé ça un personnage du coup, très très généreux pour un auteur, parce que au contact de Clémette, qui lui s'appelait vraiment Clémette, j'ai gardé les prénoms parce que je trouve que ça collait bien au personnage que j'imaginais. Donc elle patrouillait avec cet homme
était bourru, qui ressemble pas mal à mon Clément, je dois dire. En fait, il ressemble. En fait, j'ai pas foutu grand chose, je dois dire. Je me suis vraiment très inspiré d'eux parce qu'ils étaient tellement extraordinaires, je trouve. Et Clément était un type assez bourru, sami. Lui, il était. Alors, la différence de mon Clément à moi, qui est moitié sami par son père et qui est suédois par sa mère, suédois. Elle est suédoise non sami, sa mère, mais son père, lui, est un sami de Norvège. Le Clément que j'avais rencontré en vrai était un 100% sami, parlait sami, etc. Donc il avait vraiment un ancrage. Il avait un ancrage dans la culture sami qui était bien plus fort. Il n'avait pas les problèmes identitaires qu'à mon Clément, moi, à moi. Donc, mais par contre, ça, les problèmes identitaires, c'est-à-dire est-ce que je suis un Sami, quelle sorte de Sami je suis, tout ça, qui sont ceux qui obsèdent un petit peu le Clément de mes livres, ça correspond à vraiment des questionnements qui traversent une grande partie de la population Sami. Donc voilà, je voulais qu'à travers ce personnage-là, toutes ces questions-là vivent. Et puis après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnages qui sont... Donc Oleg, le personnage un peu simili-mafieux, un peu mafieux, là, oui, un peu quand même, ouais. Ben, il m'a été inspiré par un personnage que j'ai rencontré en reportage à Nikel, une petite ville russe, là, sur la frontière, qui était un chercheur de cadavres. Il cherchait les cadavres, justement, les cadavres de cette bataille terrible de la Deuxième Guerre mondiale. Il essayait de donner une sépulture digne à ces morts de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils soient allemands ou soviétiques. D'ailleurs, il m'avait beaucoup ému, cet homme. Il avait une espèce de musée que je décris dans le livre, parce que j'ai voulu... Je trouvais que c'est très beau. Alors évidemment, dans le bouquin, il est un peu transformé, un petit peu mafieux. J'espère qu'il lira jamais le film, qu'il lira jamais le bouquin. Mais j'avais fait le coup déjà il y a quelques années pour le dernier Réponse, quand il y a un personnage de géologue, super géologue d'ailleurs, Racanial, qui est un type très très bon, mais qui a bon, il est un peu pédophile sur les bords, donc c'est pas très bien ça. Et le personnage m'avait été inspiré par un géologue d'Areva, qui connaissait parfaitement la Laponie. C'est pour ça que j'avais été le rencontrer. C'est Areva qui m'avait mis en contact avec lui. Et j'avais passé des après-midi et des après-midi à chaque fois que je venais à Paris. Je le questionnais surtout comment tu t'habillais, qu'est-ce que tu mangeais quand tu partais crapahuter pendant des semaines. Et il m'avait montré ses carnets de géologue qui étaient des œuvres d'art, tout ça. Et puis dans le bouquin, il est aussi pédophile. Alors j'allais offrir le bouquin, j'ai jamais eu de nouvelles de lui après, donc je sais pas. Donc ça arrive comme ça, c'est les destins des personnages qu'on croise. Et est-ce que dès le départ, tu avais dans l'idée de faire de Nina et Clément des personnages récurrents? Alors en fait, non, parce que c'est totalement une erreur. Moi, quand j'ai commencé avec Le Dernier Lapon, d'abord, au départ, je ne pensais pas en faire un roman, parce que moi, je considère que les romanciers, c'est un peu des charlatans quand même, c'est des gens qui racontent des carabistouilles, donc c'est pas bien. Moi, comme journaliste, on m'a appris que c'était pas bien de raconter des carabistouilles, donc j'ai dit non, c'est pas bien, faire des romans. Et donc voilà, je voulais en faire en fait, à l'époque où le projet a mûri, je lisais notamment les racontars arctiques de Jørn Riel, cet auteur danois qui a passé 16 ans sur la côte est du Groenland. Il a attiré des bouquins que je vous conseille vraiment, précipitez-vous, parce que c'est savoureux et j'avais adoré. Et quand j'avais fait, moi, mes reportages pour Libé avec la police des Rennes, j'avais fait un documentaire aussi sur la police des Rennes pour France 5, et je voulais y retourner par l'écriture. Et donc je lisais ces racontars, je me dis, mais super, voilà, je vais plagier Jørn Riel, je vais faire des chroniques de la police des Rennes, comme ça. Mais donc c'était un projet de bouquin de journaliste, et puis ça a dérapé en polar, moi, je ne sais plus comment exactement, mais ça a dérapé vraiment grave. Et puis c'est devenu la police des Rennes, des polars. Mais c'est comme c'était une idée un peu loufoque quand même de faire un polar sur la police des Rennes, j'allais faire ricaner tout le monde. Moi j'avais envie de le faire parce que j'avais fait tous ces reportages, j'avais plein d'images en tête, de personnages comme ça. Je me dis je vais en faire un et puis ce sera bien. Et puis en fait quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans la préparation du Dernier Lapon,
C'était le côté charlatan du romancier. En fait, j'ai plongé dedans, mais alors à 4 pieds, vraiment. Et ça a été une révélation pour moi, parce que ça a été c'était vraiment la boîte de Pandore, là, ça a été un tsunami d'idées loufoques qui me sont tombées dessus. Comme, à partir du moment où j'ai arrêté de me brider au niveau fantasy. Et heureusement, il y a eu toutes ces idées. J'ai réalisé très vite que si j'essayais de toutes les mettre dans le dernier Lapon, ce serait illisible, totalement illisible le bouquin. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des suites. Et voilà, donc ça c'est né comme ça petit à petit. Et il y aura une suite. Une suite à quoi? Au chien de Razvik. Au chien de Pasvik. Ah ben il y aura. Alors en fait, comme je suis un peu lent au démarrage, quand j'ai fait le dernier Lapon, donc c'était pas prévu pour être une série au départ, et puis je savais pas dans quoi je me lançais. J'ai fait le Détroit du Loup, donc qui est la suite du dernier Lapon. Mais quand j'ai écrit le Détroit du Loup, j'avais en fait imaginé de faire des bouquins qui soient vraiment séparés les uns des autres, c'est-à-dire avec les personnages qu'on retrouve, mais c'est comme si on repartait à zéro en fait à chaque bouquin, comme ça se fait dans certaines séries en fait, à télé ou bouquins, où en fait on reprend les personnages, on s'en fiche de ce qui s'est passé avant quelque part, voilà. Il n'y a pas d'évolution des personnages. Et j'avais écrit le Détroit du Loup d'abord comme ça, et puis ma première lectrice m'a dit, tiens, c'est marrant, on a l'impression que tes personnages, la Clémentina, ils se connaissent pas, ils débarquent comme ça. J'ai dit, bah oui, c'était un peu l'idée. Elle m'a dit, c'est dommage, parce qu'on s'y est attaché à tes personnages tout de suite, et on a envie de savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer entre eux. J'ai dit, oui, peut-être. Bon, donc j'ai repris le Détroit du Loup comme ça. Mais il n'était pas pensé comme ça dès le départ. Donc en fait, c'est quand j'ai fait La Montagne Rouge, c'est pour ça que je dis que je suis un peu lent. Au 3e bouquin, j'ai dit, bon Olivier, en fait tu fais une série. Voilà. Et la série, ça repose sur l'évolution des personnages notamment. Donc c'est vraiment avec le Montagne Rouge, le 3e, où je me suis projeté, en fait, on a dit, ok, tu fais une série, ça veut dire, où est-ce que tu veux emmener tes personnages, Clémette et Nina, les personnages principaux, où est-ce que tu veux les emmener, c'est quoi leur finalité, c'est quoi leur moteur, et donc c'est comme ça que j'ai imaginé, donc je dis, ok, que j'imaginais, donc, tout en travaillant sur le synopsis du 3e, j'ai travaillé sur le synopsis du 4e et du 5e. Donc il y aura une réponse très longue pour une question, hein. Donc il y aura une suite. Et en faisant ce travail sur la Montagne Rouge, en fait, j'avais aussi travaillé sur le synopsis du Cartographe des Indes boréales, parce que pour moi c'est la même histoire, c'est ce roman d'aventure historique qui se passe aussi, qui raconte la colonisation de la Laponie par les Suédois. Pour moi c'était la même histoire, donc il fallait qu'il y ait des connexions entre les polars et ce roman historique. Donc il fallait tisser tout ça en même temps. C'était amusant. Et voilà. Et comment tu t'y prends justement concrètement? Tu définis des profils de personnages sur leur évolution à long terme Alors c'est ce que j'ai fait pour les personnages, oui. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait ce plan, justement, quand j'ai travaillé sur la Montagne Rouge, donc sur le 3e, où j'ai compris que j'étais en train de faire une série, en faisant ça, j'ai vu, c'est une espèce de vision, on se projette comme ça, là. J'ai écrit la scène de fin du 5e, en fait. C'est-à-dire sachant très bien vers quoi j'emmenais mes personnages, en fait. Et à ce jour, ça c'était il y a plusieurs années, parce qu'il y a eu plusieurs bouquins entre-temps, cette scène tient toujours. Elle évolue un petit peu, mais elle reste là, et ça reste vraiment une espèce de le phare vers lequel je vais. Ça peut faire du zigzag, et ça fera du zigzag évidemment, parce que ça en fait toujours, mais ça va aller vers ça, et ça me donne vraiment une dynamique pour le personnage de Clémette, puisque c'est quand même lui qui est central, puisque c'est lui le Sami, donc et donc ça donne vraiment cette dynamique là. Après, il y a des personnages qui débarquent comme ça un petit peu à l'impromptu. Il y a d'autres qui sont. Après là, c'est quand même le 4e livre, donc il y a une galerie de personnages préexistants aussi. Donc je vais
je vais puiser dans ce réservoir à personnages, parce qu'il y en a auxquels moi je suis attaché, même mes petits mafieux ou autres, mais il y a Bérit, par exemple, le personnage de Bérit, qui est du premier livre, celle qui s'occupe du fan de Clémette. Il y a évidemment Nil Santé, l'oncle, et Changounette. Il y a des personnages comme ça qu'on retrouve, puis il y en a qui peuvent sauter un livre et qui peuvent revenir dans le suivant. Enfin, voilà. Alors, dans le livre, il y a pas mal. Enfin, tu as expliqué un peu du point de vue historique ce qui s'était passé au niveau des frontières assez fluctuantes dans le Nord. Mais on a pas mal d'informations historiques à l'intérieur du livre. Qui passe très très bien, c'est-à-dire c'est pas un cours d'histoire sur les frontières du nord de la Scandinavie. Comment tu te débrouilles justement pour que entre l'aspect romanesque et l'aspect plus peut-être journalistique ou historique, comment la mayonnaise, tu te débrouilles pour que la mayonnaise prenne? En fait, avec le recul maintenant, puisque c'est le 5e roman que je fais, je me rends compte que moi je passe plus de temps à réécrire qu'à écrire. C'est-à-dire que quand j'écris assez vite, sachant que ce qui m'intéresse, c'est un gros mot, mais c'est la quantité dans un premier temps. Et après, j'ai mon bloc de glaise qui a des formes un petit peu, et après, je sais que moi, j'aime beaucoup le travail sur le texte, donc je vais prendre mon temps après, une fois que j'ai la forme, une fois que j'ai le premier jet, alors travailler beaucoup. Et ce que je constate a posteriori, quand je coupe, parce que c'est le travail de réécriture, c'est beaucoup couper, c'est ajouter parfois, mais c'est enlever beaucoup. Et j'enlève justement ce qui dégage, si je puis dire, le plus, c'est tout l'aspect documentation, en fait, qui peut venir parfois... on s'en rend compte que ça n'a pas toujours, ça peut alourdir. Et surtout, moi, ce que j'essaye toujours de faire, en fait, pour donner cette chair géopolitique, c'est que ça passe. Voilà, c'est que le lecteur n'ait pas l'impression de lire une page Wikipédia, par exemple. Donc, il faut que toute l'information, si elle est importante, et parfois elle est importante, il y a des histoires de frontières, des choses comme ça, donc il y a des choses qu'il faut poser quand même. Il faut que ce soit incarné. Voilà, moi il va pas y avoir un long machin comme ça. Il faut que ça passe par un dialogue, il faut que ça passe par une action, il faut que ça ait un sens. Ça vienne pas comme ça, comme un long 2 pages de machin très pédagogique. C'est pas le but du jeu. C'est pas. Mais si je trouve que c'est important, il faut que ça passe comme ça. Ça va être un élément de décor, ça va être je sais pas quoi. Donc il faut toujours que ce soit incarné en tout cas. Sur toute autre chose, de très nombreux chapitres commencent par les heures de lever et de coucher du soleil. Chaque jour nouveau en fait. Voilà, oui. Et pourquoi tu attaches dans ce livre, en tous les cas, de l'importance Dans tous, en fait. C'est dans tous les polars. Il commence dans la police des Rennes. Chaque jour commence par le lever du soleil, coucher du soleil, durée dans l'ensoleillement. Ça, c'est depuis le dernier Lapon, en fait. Et je garde comme ça. Je reste là-dessus. Je l'ai fait parce que tout simplement, l'élément lumière est quasiment un personnage à part entière de ces régions-là, parce que ce soit en été ou en hiver, dans les sens inverses, mais là on est en hiver dans les Chiens de Pasvik, c'est quasi la nuit polaire, c'est pas tout à fait la nuit polaire, mais c'est pas loin, et ça veut dire en termes de lumière, tout ça, donc on est tellement peu habitué à ça, moi le premier, même ça fait 25 ans que j'habite là-haut, mais je suis toujours fasciné justement par l'effet de la luminosité, par son excès ou son absence, combien ça influe, et je pense que c'est un artifice, hein, mais de poser ça comme ça en tête de chapitre, à chaque nouveau jour, et en plus, là où comme je suis un peu maso, il y a différents. J'ai été chercher comme suivant les chapitres. Il y a des chapitres qui se passent à Kaitokeno, au côté norvégien. Il y a des chapitres qui se passent à la péninsule de Kola, à Kirkenes, dans le sud de la vallée de Pasvik.
et ça bouge. Il n'y a pas un endroit où on va trouver tous ces horaires. Il faut faire des calculs. Parfois, enfin, je regrette beaucoup de m'être lancé là-dedans. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est une intrigue bâtie sans cadavre. Oui. Et parce que c'est un peu un défi quand même de faire. C'est un défi, mais j'avais déjà fait ça pour le. En fait, il y a. Moi, quand j'ai commencé, c'est juste une marque de mon incompétence. Quand j'ai commencé le dernier Lapon, moi, j'étais pas lecteur de polar. Donc, du coup, je connaissais pas les codes du polar, donc j'avais pas besoin de m'embêter à les respecter. Donc, je savais pas qu'il fallait des morts tout le temps et tout ça comme ça. Donc, je plaisante un petit peu parce que j'en ai lu quelques-uns depuis, mais dans La Montagne Rouge, déjà, il n'y avait pas de meurtre, par exemple. Dans La Montagne Rouge, on découvre un squelette au début du livre. On ne sait pas ce que c'est, ce squelette, on ne sait pas l'âge du squelette et tout ça. Et ça part comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée aussi moi, j'aime bien le côté roman noir aussi. On n'est pas nécessairement, même si je ne suis pas du tout spécialiste pour les étiquettes qu'on colle sur les bouquins comme ça, mais moi, j'aime bien les romans d'atmosphère. J'aime bien ce qui me plaisait aussi avec La Police des Rennes. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est que le côté procédure policière n'est pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus. Et ce qui me plaît aussi avec cette Police des Rennes, c'est que c'est plus des médiateurs, c'est plus des gens qui sont un petit peu comme ça, qui sont des diplomates de la toundra, et c'est cet aspect-là qui me plaît. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ça correspond aussi à la réalité du travail de la Police des Rennes, c'est-à-dire que la Police des Rennes, son principal boulot, c'est la prévention des conflits qui sont liés à l'élevage de rennes. Donc il n'y a pas des meurtres tous les jours pour la Police des Rennes. Donc même si je me rappelle Arnaldur Indridason, qui est l'auteur islandais chez Métayer aussi, et que j'ai la chance de connaître, et il m'avait raconté, Arnaldur, que quand il a commencé ses polars islandais, il me disait, c'est mes 3 premiers polars n'ont pas marché en Islande. Les Islandais se foutaient de moi. Enfin, ils disaient, qu'est-ce que tu racontes dans tes bouquins? Il n'y a jamais de meurtre en Islande. c'est pas crédible. Et puis maintenant, il y a 50 auteurs de polars islandais, mais c'était assez marrant. Et donc moi, à l'inverse, voilà, c'est vrai que j'ai essayé parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les ambiances et les atmosphères. Les meurtres, il peut y en avoir. Puis je considère aussi qu'il y a d'autres formes de violence que le meurtre. Et dans Les Chiens de Pasvik, il y a de la violence aussi. Et c'est pas toujours de la violence physique, mais il y a aussi de la violence. Et c'est juste que je considère que cette violence, elle peut s'exprimer de différentes façons. Mais elle tape les hommes de la même façon, aussi durement. Sans leur ôter la vie nécessairement, mais ça fait beaucoup de dégâts aussi. Ouais. Justement, du point de vue littéraire... Alors, il y a un peu de mort à la fin, quand même. Oui, bon. oui. Mais il faut attendre, c'est vrai. Je voulais pas... C'est pénible. Je veux On rien ne dit pas qui. Hein. Voilà. Mais justement, du point de vue littéraire, quels sont les auteurs qui t'inspireraient, enfin, les auteurs d'ambiance? Oh là, je suis nul pour ces questions-là parce que j'oublie les noms. non, mais parce que je lis beaucoup en fait, mais j'ai mauvaise mémoire pour les. Non, mais je sais pas, il y a plein de choses. Mais je suis très inspiré par le reportage aussi, moi, parce que je viens du journalisme, comme tu le disais. Je suis toujours journaliste. Voilà, moi, c'est le terrain qui m'intéresse, c'est mes carnets de reportage, j'ai lu beaucoup de journalistes, beaucoup d'auteurs, mais je vais donner des noms. Je vais regretter aussitôt d'en avoir donné parce que j'en aurais oublié plein, donc je préfère pas en donner. Et justement, une fois du reportage, tu as été aussi du côté russe, parce que le côté scandinave, j'imagine que tu commences à bien le connaître. Donc tu as été te promener du côté de Nikel, Mourmansk. Oui, mais Teriberka aussi, ce petit village des bords de la mer de Barents. En fait, moi j'ai la chance. Justement, par mon métier de journaliste, d'avoir pu me balader beaucoup, en fait, et de continuer à me balader. Donc ça, c'est quand même un privilège énorme.
Et je remercie toujours d'ailleurs, j'essaye en tout cas dans mes bouquins, dans les remerciements, de remercier les journaux qui m'ont donné la chance de pratiquer ce métier de reporter, soit Libération, Le Monde ou d'autres. Là, je viens de finir un documentaire pour Arte aussi, où je suis reparti sur le terrain. Oui, j'ai oublié ta question d'ailleurs, mais c'était Si tu avais été en Russie. Oui, en Russie. Oui, j'étais en Russie. J'ai été. Alors, c'est pas ma zone de couverture en tant que journaliste. La Russie, c'était pas ma zone. Moi, je couvre les pays baltes. Mais j'ai été en Russie quelques fois pour Le Monde, plutôt. J'y avais été aussi, je pense, pour d'autres journaux, mais j'y ai été 4 ou 5 fois. Dans la péninsule de Kola, j'y ai été 4 ou 5 fois depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est une région qui est surprenante. Moi, un coin qui m'avait beaucoup marqué, c'était justement ce petit village de Teriberka qui joue un rôle dans le livre, qui est un petit village à moitié abandonné des bords de la mer de Barents, au-delà de Mourmansk. Mourmansk, j'y étais plusieurs fois. C'est très impressionnant, Mourmansk. La première fois que j'y suis allé, je suis allé en avion, arrivé en avion. Et c'était vraiment surprenant de voir, je pense que c'était printemps ou été, je ne sais plus, mais on survolait la toundra, la forêt boréale comme ça. Et c'était vraiment de la nature sauvage. Et tout d'un coup, c'était très brutal la frontière, c'était des barres d'immeubles. Mourmansk, c'était que des barres d'immeubles. Au milieu dans un océan de toundra comme ça, de verdure, c'était vraiment impressionnant. Et c'est une grosse ville, c'est une grosse ville, Mourmansk, mais j'y suis retourné deux, 3 fois. C'est la capitale de l'Arctique russe, donc il y a une grande fierté. Les Russes sont très fiers de leur histoire arctique. Ils connaissent, c'est les rois de l'Arctique, les Russes. Ils ont 40% de la région arctique. Il y a une grande fierté d'avoir dompté un petit peu. Ils ont la route du Nord qui relie l'Asie à l'Europe passe par la côte russe et ils sont très fiers de la pratiquer depuis un siècle déjà. Justement, poser des questions plus historiques, dans le poids de l'histoire, on le voit dans le roman, est vraiment très très important. Et tes intrigues sont vraiment enracinées. Enfin, il y a toujours un aspect historique fort dans toutes tes intrigues. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le sujet, ou bien en particulier sur l'histoire assez mouvementée du nord de la Scandinavie, où les frontières, au fil des siècles et des alliances des pays les uns avec les autres, se sont faites au détriment des Samis. Oui, mais c'est intéressant parce que demain, je dois être à Lyon pour participer à une table ronde dont le thème est qu'est-ce que le polar dit de l'Europe. Et en fait, c'est vrai que alors je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi comme réponse, mais ce que je pense en tout cas, c'est que le polar est vraiment un vecteur important, enfin un vecteur qui trouve toute sa place pour mettre en lumière les aspects un peu oubliés de l'histoire. Et Dieu sait si l'Europe est un continent qui est lourdement chargé d'histoire. On peut le dire de tous les continents, mais c'est vrai qu'il y a un poids de l'histoire en Europe qui est quand même très très fort. Et le polar sert aussi à revisiter ça. Et moi, dans mes polars, c'est vrai que tu as raison, ça joue un rôle important. Et l'impact de cette histoire plus ou moins récente sur la vie des gens aujourd'hui, c'est comment ils traînent ces histoires-là au quotidien et dans leur chair. Et notamment, de fait, c'est ce que je voulais montrer avec les chiens de Pasvik, c'est que cette histoire-là est toujours mal digérée, surtout que pour les Samis sont toujours, on peut le dire comme ça, mal considérés par les États nordiques. Donc, il y a toujours de la discrimination, du racisme. C'est un peuple, le peuple Sami, n'en déplaise aux pays nordiques, c'est un peuple qui a été colonisé. Et ça passe mal, ça passe toujours très mal. Et c'est pas digéré. Et ils sont pas sortis de là. Les pays nordiques
c'est difficile, mais disons que ça arrangerait sûrement les États nordiques que l'élevage de rennes meure de sa petite mort, tranquillement, pour que les éleveurs de rennes cessent d'aller revendiquer l'accès à leur pâturage, etc., et qu'on puisse laisser les différentes industries minières, touristiques, éoliennes, etc., faire leur empiéter sur ces territoires-là, et sans qu'il y ait de... Voilà. Donc c'est le cartographe des Indes boréales qui raconte, donc qui est ce roman d'aventure historique qui raconte la colonisation de la Laponie par les Suédois au XVIIe siècle. C'est les prémices de tout ça. Mais Pollard, en fait, c'est la conséquence du cartographe. C'est-à-dire 400 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Dans le cartographe, je raconte ça et la colonisation, comment ça se passe à travers ce cartographe basque. Et 400 ans plus tard, en fait, ce que je raconte dans mes polars, c'est qu'ils sont toujours à se débattre avec les problèmes qui ont été initiés 400 ans plus tôt par la couronne suédoise, quand la couronne suédoise est partie en Laponie pour exploiter une première mine d'argent en 1634 à Nassafiel. Et voilà, donc ce n'est qu'une longue suite d'exploitation et d'oppression finalement, parce que ça continue sous une forme. Alors c'est pas le génocide des Indiens comme l'Amérique, mais il y a une exploitation, une oppression qui continue. Oui, puis tu parlais de l'importance des frontières. On voit bien qu'au fil des alliances ou guerres que se livrent la Suède, la Norvège, la Finlande, la Russie, la Finlande ayant eu la mauvaise idée de se battre avec les nazis, s'est retrouvé du mauvais côté. Donc les frontières se déplacent. Les Samis, eux, justement, ne peuvent plus se déplacer. Et donc, c'est ce que ça raconte, oui, tout ça. Le livre raconte ça, de fait, et comment ces tracés de frontières successifs ont laissé des familles, des clans complètement éclatés. Et Pierra, donc Pierra qui est le personnage principal à côté de Nina et Clémette, Pierra qui est cet éleveur de rennes de la vallée de Pasvik, donc un Sami de Norvège, qui vit avec sa grand-mère Ida. Et Ida, elle vient de l'autre côté de la frontière. Quand elle était jeune, elle était du côté russe, soviétique, et puis les tracés de frontières les ont poussés petit à petit à choisir de quel côté de la frontière ils voulaient être. Et la famille d'Ida a choisi le côté norvégien. Et à une époque aussi où des frères d'Ida ont subi le joug du KGB, etc. Donc ça a été quand même très dramatique pour les Samis russes, toute cette période-là. Et ils ont dû abandonner les Samis de Russie, et les clans de Samis qui ont été éclatés dans cette région ont dû abandonner, pour tout le côté russe, ils ont dû abandonner des tas de pâturages, parce que toute la zone frontière côté russe a été devenue zone interdite. Donc ils ont déplacé les troupeaux de rennes côté russe vers l'intérieur de la péninsule de Kola. Et en fait, ces fameux pâturages perdus, en fait, que de l'autre côté de la vallée de Pasvik, ces fameux rennes qui, au début du livre, franchissent la frontière, passent côté russe, ils savent où ils vont. Il y a cette espèce d'atavisme comme ça des rennes, c'est-à-dire qu'ils retournent sur leurs pâturages qui sont leurs pâturages, qu'on leur interdit parce que la frontière, etc. Mais c'est là où ils vont. Ils savent, c'est les pâturages magiques un petit peu aussi, abandonnés, perdus. Et puis vient se greffer là-dessus toute une histoire, évidemment, on est quand même dans un polar, donc avec une histoire de trafic, une histoire d'espèces de tentatives d'escroquerie dont Pierra va se retrouver un petit peu le jouet, va se faire manipuler, mais et on va jouer de ses espoirs, de ses rêves de pâturage perdu, on va jouer là-dessus, et lui va essayer de trouver son chemin au milieu de tout ça. Oui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le personnage de Pierra, c'est ce que tu disais d'Ida, sa grand-mère, mais aussi de son grand-père et des deux frères de son grand-père. Donc, ces deux frères du grand-père ont été arrêtés à l'époque
de la répression contre les koulaks, parce qu'on les considérait comme des gros propriétaires de troupeaux, etc. Et le grand-père, lui, a été épargné parce qu'il était trop jeune. Mais ça a une répercussion sur une génération après, puisque les Norvégiens étaient plutôt anticommunistes, donc les travaillistes étaient à fond contre. Exactement. Oui, tout à fait. C'est toute cette histoire. En fait, c'est basé sur des histoires vraies. Hein, tout ça, ces histoires de parce que non seulement je vais sur le terrain, mais je lis beaucoup aussi. Je lis beaucoup et puis je rencontre des gens. Je vais interviewer des gens, que ce soit en Russie, en Norvège, et les gens sont en général très généreux parce que c'est une histoire qui est cette période-là. Il faut voir que Kirkenes, la vallée de Pasvik, qui sont donc ils sont collés à la frontière russe. Les zones frontières, c'est les zones frontières. La frontière, la Russie, on va pas la faire disparaître, donc il faut scoltiner les Russes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Kirkenes, ils adorent les Russes. Ils adorent les Russes. Ils n'ont pas de problème. À Oslo, ils n'aiment pas les Russes. À Stockholm, ils n'aiment pas les Russes. Kirkenes, ils aiment les Russes. Il y a beaucoup de mariages mixtes. Ils n'oublient pas à Kirkenes que c'est les Soviétiques qui ont libéré Kirkenes du joug nazi, et que les Soviétiques, l'armée rouge est restée 1 an, ils sont repartis ensuite. Ils n'ont pas occupé comme ils l'ont fait ailleurs, comme ils l'ont fait dans les pays baltes, toutes les choses comme ça. Donc ils ont cette tendresse, je dirais, pour les Russes. Il y a beaucoup de relations d'homme à homme au niveau des populations. Il y a liberté de visa dans un rayon de 30 km de la frontière. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et cette frontière, évidemment, cette histoire qui est tragique, ils la connaissent. Ils la connaissent depuis longtemps. Mais c'est pour ça qu'ils ont cette intelligence là-haut de dire la politique, on la laisse à Moscou, à Oslo. Nous, voilà, on se marie, on fait des petits-enfants, on va acheter de l'essence côté russe, les Russes viennent acheter des couches côté à Kirkenes et tout va bien, et on boit des coups à la frontière. Ça n'empêche pas les petits trafics comme ça, mais ça arrive, ça, comme ça. Ce que j'ai appris aussi de détail, c'est que Kirkenes, c'était une des villes qui avait été le plus bombardée pendant la deuxième. Oui. Ça a été, après La Valette à Malte, apparemment, ça a été la ville la plus bombardée de la Deuxième Guerre. Donc, bon, si on enlève le côté bombe atomique au Japon, là, mais en termes de nombre de bombardements, ça a été terrible. Ça a été terrible. Et de fait, les Allemands pensaient en fait avoir, ça allait être une marche facile sur Mourmansk, et puis ça a été ils ont été bloqués sur le front de Liza, qui est un peu plus à l'intérieur de la Russie. Et comme je disais tout à l'heure, il y a eu des dizaines de milliers de morts, quoi. Ça a été vraiment des combats terribles et des bombardements terribles. Donc c'est les Soviétiques qui bombardaient Kirkenes pour attaquer pour combattre les Allemands. Donc comme quoi les Norvégiens sont pas rancuniers. Et oui, une autre chose aussi, c'est peut-être un détail, mais ce que j'ai vu, c'était que j'ai appris dans ton livre, c'était que les Suédois avaient ouvert dans les années, alors je sais plus, dans les années 30, un institut de biologie en raciale. 1922, ouais. 22. À Uppsala. Et j'en raconte l'histoire, c'est un petit peu un des fils rouges de la Montagne Rouge, justement, dans le troisième opus. Oui, c'était le premier institut de biologie raciale au monde. Pas mal les Suédois. Où les Allemands venaient se former d'ailleurs, dans les années 20-30. Ils mesuraient les crânes, ils collectionnaient les crânes, mais ça, la collection de crânes, ça c'était antérieur à ça. Hein. Mais je raconte cette histoire-là, toute cette histoire de crânes justement dans la Montagne Rouge. Et il y avait toujours des collections qui traînaient à Uppsala. Hein. Moi, j'ai rencontré des chercheurs à Uppsala qui m'ont parlé de caisses oubliées un petit peu, des choses comme ça. Donc, mais c'est leur histoire. Après, quand j'ai fait ce travail pour la Montagne Rouge, ce travail d'enquête, j'ai été au Musée de l'Homme aussi à Paris, où ils ont de magnifiques collections de crânes. Ils sont très fiers parce qu'ils considèrent avoir la plus belle collection de crânes au monde,
pas la plus importante, mais la plus belle en termes de diversité de crânes. Ils ont 18 000 crânes du monde entier, très bien conservés, très bien, etc. Et moi, j'y étais là-bas parce qu'ils ont des crânes Sami aussi. J'en ai trouvé même certains, parce que suivant la façon dont ils sont répertoriés, ils vont pas nécessairement arriver quand on fait une demande comme ça. Donc j'en ai trouvé, moi, à partir de plein de critères que les Samis eux-mêmes ne connaissaient pas, a priori. Et ça fait partie de ces crânes qui ont été collectés à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, au nom de la science, évidemment. Un petit peu au nom de la race supérieure aussi, quand même. Bon, il faut le dire. Oui, parce les Suédois ont quand même mené une politique eugéniste Oui. Dure. Dure, oui. Dure. Alors, pas uniquement vis-à-vis des Samis, d'ailleurs, mais ils ont notamment vis-à-vis des Samis, où ils considéraient qu'en fait, les Samis étaient une race inférieure. On parle de ça il y a un siècle. Il y a eu plusieurs lois qui sont passées comme ça. Mais oui, on considérait en Suède que les Samis étaient un peuple de race inférieure qui était amené à disparaître face à la supériorité nordique. Et donc, il y a eu une politique comme ça pour les protéger, puisque c'était pas, on n'allait pas les exterminer, hein, c'était pas comme en Amérique. Il fallait, voilà, race inférieure, il faut les maintenir dans leurs montagnes, surtout comme des bons sauvages, dans un environnement un peu dur, parce qu'on considérait que si on leur donnait un petit peu trop de confort, ils supporteraient pas le confort. Donc il fallait vraiment les laisser à la dure, comme ça. C'était un peuple dur, sauvage. Donc c'était vraiment, on était dans la caricature, le cliché le plus total, le mythe du bon sauvage, un petit peu. Et ça a été comme ça pendant assez longtemps, quand même. Parce qu'ils sont attaqués, enfin bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais les Suédois sont attaqués aux Samis, mais aussi ils ont stérilisé une quantité de femmes. Il y a eu de fait dans les années 30 des lois sur les stérilisations forcées. Alors ça, il y en a eu dans d'autres pays, hein, mais et des instituts de biologie raciale, il y en a eu ailleurs aussi. Mais il y a eu 2 lois successives. Ils ont en fait stérilisé des dizaines de milliers de personnes, alors Samis, mais aussi des Suédois non Samis, ou tout ce qui était un peu suspect de déviance sociale, en fait. Soit on était de mauvaise race, ça pouvait être comme ça, mais moi je me rappelle avoir beaucoup travaillé sur ces histoires de stérilisation forcée quand c'est ressorti très brutalement dans la presse dans les années 90. Je venais d'arriver en Suède. Et c'est une chercheuse qui préparait une thèse, je pense, sur les affaires sociales. Elle avait fait des recherches dans les archives suédoises. Et elle avait été tombée sur un dossier comme ça. Et le premier feuillet qu'elle avait tiré, c'était sur les histoires de stérilisation. Donc c'était un pasteur luthérien qui faisait une demande auprès de je ne sais plus quelle institution, je ne sais pas si c'était l'Institut de biologie raciale ou autre chose, ou un hôpital, qui demandait à ce qu'une jeune fille adolescente soit stérilisée parce qu'elle ne savait pas réciter son catéchisme. C'était cet ordre-là, donc ça a été extrêmement violent, c'est-à-dire que on stérilisait les femmes qui faisaient trop d'enfants et qui n'étaient pas capables de s'en occuper. Ça allait être un frein à la construction de l'État-providence. Et c'est des lois qui ont été votées aussi bien par la droite que par la gauche à l'époque, hein. Alors pour des raisons différentes. La droite, c'était pour des raisons raciales. Et la gauche, c'était pour la construction de l'État-providence, qui était en gestation à ce moment-là. Il ne fallait pas en ralentir la marche, donc il fallait stériliser ceux qui risquaient de freiner cette bonne marche. Donc c'était violent. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt collectif, parce qu'on parle souvent des pays nordiques comme étant des modèles, et ils le sont par plein de côtés, mais au nom de l'intérêt collectif, ça peut être d'une dureté vis-à-vis des individus aussi, moi qui m'a toujours un peu épaté, je veux dire. Ça va être ma dernière question. La religion dans les différents livres joue un rôle assez important et assez peu finalement dans le dernier. C'est un regret ? Non, c'est pourquoi.
Il n'y a pas d'explication, en fait, il n'y a pas de raison. C'est parce que la religion n'est pas toujours... c'est-à-dire ça joue un rôle, c'est vrai, important dans le dernier Lapon, parce qu'il y a ce côté tambour, chamanisme, il y a des personnages de pasteurs, etc. Dans le Détroit du Loup, c'est vrai qu'on découvre la mère de Nina, qui est d'un milieu évangéliste dur, très rigide, donc ça joue aussi un rôle. Dans la Montagne Rouge, ça joue moins de rôle quand même, la religion, je trouve. Alors dans le cartographe, ça y joue un rôle important, puisque cette colonisation de la Laponie par les Suédois au XVIIe siècle se fait beaucoup par les pasteurs. On envoie les pasteurs pour essayer de convertir les Samis, qui sont des petits diables. En gros, on les voit comme des instruments du diable. Les tambours, c'est des instruments du diable. Le yoï, qui est un chant du diable, etc. Mais c'est vrai que oui, non, il n'y a pas de raison exacte pourquoi je ne parle pas de religion. Je ne peux pas parler que de ça non plus. Mais il n'est pas dit que j'en reparle pas à l'avenir. Bien. Donc, comme j'ai épuisé... Ce qui est intéressant... pardon, juste pour finir, non, mais c'est une parenthèse. Moi, ce qui m'a frappé au contact des Samis que je fréquente depuis plus de 20 ans, c'est qu'ils ont beau avoir été colonisés par les Suédois, par les pasteurs luthériens, beaucoup, ils ont été massivement convertis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils pratiquent la religion luthérienne massivement. Et je dirais qu'ils la pratiquent plus que les non-samis. Parce que les pays nordiques sont extrêmement sécularisés, en fait. C'est comme en France, les gens vont très peu à l'église, ils sont culturellement protestants, mais ils le pratiquent très très peu. Et c'est comme en France, on est plutôt culturellement catholique, ou protestant, mais plutôt catholique, et voilà, c'est pareil. Mais c'est intéressant de voir que le chamanisme n'est plus du tout pratiqué, c'est oublié, c'est pas oublié, mais disons qu'il n'y a pas d'espèce d'envie de retour vers le chamanisme. C'est une religion du passé qui a joué son rôle à un moment donné. Et ils prennent plutôt, d'ailleurs, assez mal d'ailleurs, les espèces de chamans New Age, comme il peut y en avoir, qui viennent de l'extérieur, qui viennent faire une espèce de revivalisme du chamanisme. Ça les fait pas rire du tout, parce que eux, c'est le rappel d'une oppression qui sentent toujours dans leur chair, et donc ils voient souvent d'un mauvais œil les gens comme ça qui viennent essayer de faire revivre une sorte de chamanisme, même si le chamanisme, il existe culturellement, comme je disais, par les arts, par la chanson, par le théâtre, et choses comme ça, ou par les bijoux, etc., les attributs du chamanisme. Mais c'est sensible, c'est toujours là. Donc ce sera sans doute, et Clémette a été élevée dans une famille lestadienne. Lestadienne, c'est une forme sectaire rigide du luthéranisme. Donc il a vécu là-dedans. Son oncle Nils Santé, qui est un rebelle dans la famille, donc a soufflé sur Clémette. Mais donc c'est présent. Toujours un peu sans l'être, peut-être beaucoup. C'est vrai que dans les chants de Pasvik, c'est pas présent, mais je pense qu'il est probable que ça revienne dans le prochain un petit peu. On attendra le prochain. Donc, tu sais quand il sort ? Enfin, quand il sort, il faut que tu l'écrives. Ou tu l'as peut-être écrit déjà. Non, il ne l'ai pas écrit. Bien, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci à vous. Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 9 juin 2021 avec Olivier Truc, auteur de Les Chiens de Papsik aux éditions Métellier. Olivier Truc a aussi fait paraître chez cet éditeur Le Dernier Lapon en 2012, Le Détroit du Loup en 2015, La Montagne Rouge en 2016 et La Cartographie des Indes boréales en 2019. Réalisation et mise en onde Radio. I guess I'll try.